Bonsoir Simon, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre pour ce débat sur le projet de nouvelle constitution qui sera soumis aux Valaisans le 3 mars prochain. Après 5 ans de travaux, l'Assemblée constituante a rendu sa copie avec un texte fondamental de 190 articles et une variante sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers sur le plan communal. On en débat ce soir en direct et en public sur Rhône FM et en rediffusion sur Rhône TV avec les meilleurs moments à retrouver aussi dans le Nouvelliste jeudi matin. Bonsoir Vincent Franière. Bonsoir Didier. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Valaisan. Vous m'accompagnez ce soir pour ce débat. Dans les camps des opposants au texte, on accueille Yannick Roupen, président du comité du non au projet de constitution. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes accompagné ce soir de Vincent Rizen, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie. Vous représentez les milieux économiques. Vous êtes vice-président du comité du non. Vous êtes PLR aussi. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Valériane Grichting, vice-présidente du PLR Valais. Votre parti soutient le texte, malgré quelques brebis égarées, diront. Bonsoir et bienvenue à vous. Et à vos côtés, Marilène Volpi-Fournier, conseillère communale verte à Sion. Vous représentez aujourd'hui la gauche unie pour cette nouvelle constitution. Et on rappelle que vous étiez coprésident du comité d'initiative lors de l'initiative populaire pour une révision totale de la constitution. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence justement ce débat avec une première partie où chacun peut donner en quelques secondes son argumentaire soumis à la réaction de Vincent Franière et de moi-même. Et on commence avec vous, Marilène Volpi-Fournier. Pourquoi voter oui le 3 mars prochain ? Bon, déjà, comme effectivement, comme présidente du comité d'initiative, on est absolument content du résultat qui est maintenant devant la population. On a un bon travail qui a été fait par les constituants. C'est un travail qui a été travaillé, qui a été fouillé, qui a été appuyé par des experts. Et puis, c'est quand même un résultat à 70% de l'Assemblée constituante qui a voté ce texte, plein de compromis, avec beaucoup de bon sens. Et puis, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques éléments un petit peu à droite, à gauche qui plaisent pas aux gens. Mais enfin, le bon sens dit qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, même s'il a une petite tache de naissance. Est-ce que c'est un argument suffisant de dire, voilà, le travail a été fait pendant 5 ans, on doit accepter ce texte-là parce qu'il a été fait avec professionnalisme, vous l'avez dit ? Alors, c'est pas seulement avec professionnalisme, c'est le fruit d'un consensus et d'un consensus qui est important pour que la population le sache. Il y a des gens qui étaient opposés au fait qu'on révise la Constitution. Il y avait des gens qui étaient issus des rangs politiques. Il y avait des gens issus de la population qui n'avaient jamais fait de politique. Et ils ont travaillé tous ensemble pour arriver à un résultat qui, à 68,5% de l'Assemblée constituante, a donné de bons résultats et un résultat de compromis. Un consensus à la constituante, mais pas un consensus dans le canton. On sait que le Haut-Valais est majoritairement opposé à ça. L'échec devant la population est là. Bon, je crois qu'il n'y a personne qui doit confisquer un moment historique comme celui-là. Le Haut-Valais ne peut pas confisquer le vote du 3 mars parce que c'est l'ensemble du Valais qui doit voter et on ne doit pas voter uniquement en fonction du Haut-Valais. Il n'y a pas non plus certains milieux politiques qui doivent confisquer le moment historique à la population valaisanne. Ce moment historique, ils l'ont senti venir et lorsqu'il y a eu déjà le vote sur la constituante, il y a maintenant 5 ans en arrière, ces mêmes personnes se sont déjà prononcées contre. Ce sont toutes des personnes qui font plutôt de la politique. Laissez les citoyens voter. Vincent Rizen, même exercice pour vous. Pourquoi vous êtes dans le camp du non pour le 3 mars ? Alors j'étais avec Madame Volpi pour récolter des signatures dans la rue. Moi j'ai toujours poussé cette révision totale de la Constitution, puis aujourd'hui je vais voter non parce que je ne me reconnais pas dans ce texte. Et je pense que ce projet de constitution, en fait, il est en retard sur notre société valaisanne. Une société valaisanne qui est ouverte, qui est solidaire, qui est entreprenante, qui est innovante. Une société valaisanne qui s'est libérée de ses anciens régimes, de ses carcans. Et puis, on lui sert un projet aujourd'hui, on lui donne plus d'étatisme, plus de paternalisme, on lui donne à peu près autant de régionalisme, un peu moins, mais pas beaucoup. Mais surtout, on lui donne moins de séparation des pouvoirs et puis on lui donne moins de cohésion cantonale. Donc pour moi, ce n'est pas des perspectives d'avenir pour le canton. Et puis cette obsession de la modernité qu'on entend beaucoup dans le débat aujourd'hui, ça me fait un peu penser aux ingénieurs du Titanic qui avaient construit le plus beau bateau, le plus sûr et puis le plus moderne du monde. Le résultat des courses, il n'a pas fini sa première traversée. Sur la modernité, pourtant on parle aujourd'hui de numérique, d'environnement, d'égalité, d'inclusion. C'est moderne alors que vous dites que c'est un texte qui n'est pas moderne. Alors, sorti de quelques pépites de modernité, en fin de compte, c'est surtout une montée en puissance de l'État. C'est un texte qui prend beaucoup de tâches actuelles qui sont faites par l'État au niveau
au niveau législatif et qui les monte au niveau constitutionnel. Donc on fige l'État dans sa situation actuelle et il manque cette fraîcheur de laisser aux générations futures décider quelle forme et quelle tâche et quelle ampleur aura cet État. S'il n'y avait pas eu les employés d'État qui pouvaient siéger au Grand Conseil, vous serez pour la Constitution? Franchement. Alors, c'est clair que cette éligibilité des employés d'État, c'est quelque chose qui nous divise depuis 2014. Vous auriez été pour la Constitution sans cet article-là? Alors, je pense que j'aurais certainement voté non, mais j'aurais peut-être pas fait campagne. Un élément aussi, vous parlez du bétonnage de l'État. Le projet de constitution prévoit 21 fois l'État soutient, l'État encourage, l'État favorise. Mais dans la version de 1907 qui a été révisée, on parlait de l'État encourage et subventionne. C'est encore moins libéral que maintenant. Alors justement, vous parlez de cet article qui parle de l'économie, et si vous regardez l'ensemble des articles qui parlent de l'économie, la Constitution de 2024, elle reste quasiment sur les mêmes positions, et puis elle nous vend une vision socio-économique qui est digne du Valais de la société et de l'économie valaisanne du 19e siècle. Mais vous préférez celle de 1907? Alors, en l'état, oui, je pense qu'elle a moins de défauts que la Constitution de 2024. On va passer au premier grand débat. On a chapitré en deux parties. Première partie, c'est les questions qui fâchent, les questions qui divisent. Vincent Risen l'a dit, Marie-Hélène Volpi, pour lui, on a fait un match progressiste-conservateur. Pour lui, c'est le contraire. Cette constitution-là, elle n'est pas du tout progressiste. Elle est en retard sur l'évolution du Valais. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, quand on a une division du Valais sur 6 régions avec des pôles on va dire, d'attraction qui sont les villes et qui sont les pôles économiques de ce canton, quand on a dans les articles sur l'économie le soutien énorme à l'innovation, le soutien au tourisme, le soutien à l'agriculture, qui sont vraiment nos on va dire, secteurs importants de l'économie, moi je dois dire que je ne comprends pas. Monsieur Risen nous dit qu'il ne votera pas cette constitution simplement parce qu'il y a un article qui le dérange sur le droit d'éligibilité des employés. On débattra tout à l'heure de cet article. Ouais. C'est un détail de l'histoire. Je crois qu'il faut prendre la mesure. Aujourd'hui, on est face à une date historique et les gens qui regardent le détail face à l'histoire, ils n'ont pas vraiment compris de quoi il s'agit. Yannick Roupen, vous n'êtes pas dans ce moment de l'histoire finalement, trop conservateur, vous étiez opposé à l'époque, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement pour des questions idéologiques ? Non, en fait, on a loupé le virage historique. Vous dites que c'est moderne. Les 6 régions, c'est pas moderne du tout. On fait fi d'une réalité cantonale. On est divisé avec des régions de montagne, des régions de plaine, une minorité linguistique dans le haut. En faisant 6 régions, c'est pas la modernité qu'on met en avant, c'est la division. Et ça, c'est une réalité dans les faits. Mais qu'est-ce qui aurait été moderne alors ? Par rapport à ces régions. Aujourd'hui, il y en a 13. Là, on passe à 6. Qu'est-ce qui aurait été moderne pour vous ? Alors, une seule région ? Je prends la question à l'inverse. En fait, on a essayé de nous vendre la modernité en étant les 6 régions. On n'a jamais réfléchi, est-ce que c'était moderne, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais ? On nous a toujours dit, ça c'est moderne. Et c'est pas la réalité. Mais qu'est-ce qui est moderne pour vous alors ? Qu'est-ce qui aurait été moderne ? Les districts, c'est moderne, les districts. 13 districts. 13 districts, c'est moderne. On prend les réalités du Val-de-Bagne en disant, voilà, vous avez des réalités qui sont autres que Martigny. Ça, c'est moderne. Et les pôles économiques, est-ce que justement, c'est pas quelque chose de moderne de finalement regrouper les régions qui ont un même intérêt économique ? Mais alors, pour l'économie, c'est encore moins moderne. On ne parle pas du tout de tout ce qui est pharmaceutique. On est le premier canton producteur au niveau de la pharmacie. On n'en parle pas. Par contre, on vient dire qu'il faut mettre Internet. Dans 20 ans, Internet, c'est peut-être dépassé. On ne parle pas de l'intelligence artificielle. Dans 20 ans, cette constitution, elle est à côté de la plaque. Valériane Grichting, 6 régions, c'est pas moderne. 13 districts, c'est moderne. Il n'y a pas de pharmaceutique. Qu'est-ce que vous répondez à Yannick Roupen ? Alors moi, je pense qu'il faut être factuel. Dans les faits, il y a déjà énormément de domaines qui fonctionnent sur la régionalisation. Je pense notamment à la régionalisation des CMS, police régionale, les cycles d'orientation. Enfin, il y a une multitude d'exemples à donner. Je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'il y avait avant. Je pense qu'il faut regarder maintenant la situation. Les districts, dire que les districts sont modernes, c'est pas vrai. Le découpement territorial des districts, il n'est plus du tout moderne. Le tribunal fédéral nous l'a bien fait remarquer en termes de circonscription électorale notamment. Donc non, je ne peux pas parler de modernité avec les districts, d'autant que les régions sont plus à même de faire le lien entre la plaine, la montagne. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Le tourisme, l'industrie, etc. Donc je pense que c'est un meilleur lien. Vincent Risen, vous étiez pour une région. Alors, pas 13 districts, mais une région.
Pour comprendre pour comprendre cette question régionale, il faut regarder, il y a deux branches à la discussion. Une branche, et ça montre un peu en quoi ce projet il est quand même en retard sur ce qui se fait déjà. Il y a la branche, d'un côté, organisation des services publics. C'est ce que Mme Grichting disait, hein, c'est les CMS, c'est les voiries, c'est les services de pompiers, etc. C'est déjà intercommunal. Où là, c'est déjà intercommunal. Parfois, les communes se sont organisées déjà au-delà des frontières de district et ça fonctionne très très bien. Donc vous n'avez pas du tout besoin de ce texte pour arriver là. Et puis vous avez l'autre branche de la discussion qui est celle de comment on compose le Grand Conseil. Et si vous regardez aujourd'hui le Grand Conseil, il est composé d'élus de district. On n'est pas élu par le peuple valaisan, on est élu par les électeurs de nos districts. Et vous aurez préféré une seule circonscription électorale? Alors ça aurait été moderne, parce que l'idée des 6 régions, en fait, c'est une idée des années 70, une idée qui était une excellente idée dans les années 70, c'était l'idée de notre parti, elle aurait dû être mise en œuvre dans les années 80, et aujourd'hui on devrait parler d'une seule circonscription électorale, et ça aurait aussi des conséquences régionales qui étaient intéressantes, puisque les élus au Grand Conseil, à ce moment-là, ils devenaient des représentants de l'ensemble du peuple valaisan, et pas simplement des élus de leur district, condamnés un peu à satisfaire leur région au moment des tractations au Grand Conseil pour les investissements ou pour le développement avec des... On va revenir sur ces questions-là de droit politique tout à l'heure en deuxième partie de ce débat. Je voudrais vous entendre sur le nombre d'articles. On parle beaucoup qu'il y a trop d'articles, des articles repris aussi de la Constitution fédérale, du droit supérieur. Est-ce qu'on n'a pas fait, Marie-Hélène Volpi-Fournier, un fourre-tout avec cette Constitution ? Bon, écoutez, ça, c'est l'argument alors qui me fâche le plus. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu comme si on disait il y a trop de chocolat dans le Nesquik. Mais enfin, qu'est-ce que c'est pour un argument de dire il y a 190 arguments, il y en a trop. Donc, non, il faut traiter tous les sujets. Et puis d'ailleurs, l'élection pour la constituante était ouverte à tout le monde. Je ne comprends pas les gens qui avaient tellement de propositions à faire. Pourquoi ils ne se sont pas présentés pour être constituants? Mais pourquoi on a dû passer de 100 à 190 alors? Mais 190 parce que les thématiques, elles sont beaucoup plus grandes. Et puis, ces thématiques, elles sont pour les défis de l'avenir. Je suis désolée, c'est pas seulement Internet, c'est l'ensemble du numérique. Le numérique, ça va de Internet à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les moyens de communication qu'a un État avec ses citoyens. Et puis, pour les questions, par exemple, de modernité, c'est le découpage territorial. Je suis obligée de revenir là-dessus. Je pense que, justement, les constituants ont été extrêmement modernes. Parce que de faire 6 circonscriptions qui vont de la plaine à la montagne pour chacune d'entre elles, et elles permettent de réconcilier la problématique plaine-montagne, et elles permettent également, dans le découpage 2 régions dans le Haut-Valais et 4 dans le Valais roman, de réconcilier la cohésion cantonale, parce que si vous aviez 5 districts dans le Haut et 7 dans le Bas, actuellement le Haut-Valais a plus de pouvoir, entre guillemets, sous l'angle des régions. Pourquoi pas une, comme dit Vincent Riesen? Mais alors une, ça aurait été une possibilité, mais vous savez, la Suisse n'est pas du tout un pays qui va avec des grands pas, c'est toujours une politique des petits pas, et probablement que nos successeurs iront vers 3 régions, peut-être sur une seule région. Mais aujourd'hui, en Suisse, moi, je ne connais pas un canton, à part les primitifs. Ils ont même 3 régions. Neuchâtel et le Tessin ont une seule circonscription. Neuchâtel et le Tessin. Oui, ça, c'est pour des circonscriptions électorales, monsieur Riesen. Il ne faut pas les confondre avec les découpages territoriaux. Ce n'est pas la même chose. Yannick Ruppen, sur les 190 articles, les autres cantons remontent à peu près le même nombre d'articles, ceux qui ont révisé la Constitution. On aurait pu faire une Constitution à 100 articles en 2023. Bien sûr qu'on aurait pu faire. Comme en 1907. Moins de quoi finalement alors dans ce texte? On se retrouve avec des articles qui sont lunaires. On se retrouve avec l'article 147 qui dit l'État soutient l'aide humanitaire. Dans la Constitution valaisanne, est-ce qu'on doit soutenir l'aide humanitaire? C'est pas mal de soutenir l'aide humanitaire. Ça n'a rien à voir à faire dans une Constitution valaisanne. On se retrouve avec l'article 159, le canton doit être innovant, authentique et durable. Mais c'est pas dérangeant. Mais on n'a pas besoin de ça pour être authentique, durable et innovant. Ça n'a rien à faire dans une constitution. Monsieur Ruppen, je suis désolée, mais une constitution est faite de principes. Et les principes de durabilité, d'humanité, est-ce que ce ne sont pas des thèmes à la mode pour une constitution, Madame Volpi? Est-ce que ce ne sont pas des thèmes à la mode actuellement qu'on ancre dans une constitution? Mais ce n'est pas la mode, c'est juste l'actualité et le moment présent avec les défis du moment présent. Ce sont des termes, à part ça, qui figurent dans la constitution suisse. Je ne vois pas comment on peut s'étonner qu'ils figure dans la Constitution valaisanne. Donc dans 20 ans, on change tout. Parce qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas de durabilité, on ne parlait pas d'écologie. Mais heureusement qu'on en parle aujourd'hui. Et peut-être que les gens constatent qu'il faudrait en parler un peu plus. Vous, la PLR, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'articles? Trop d'articles, ça veut dire peut-être
trop de machines étatiques derrière, puisqu'il faudra gérer tout ça. Bon, Parce que c'est pas trop. Je rappelle quand même qu'il faut, recadrer la Constitution en disant la Constitution, finalement, c'est la loi suprême du canton. Et toutes les lois qui vont s'appliquer vont en découler. Il y a peut-être plus d'articles que sur la précédente, mais comme l'a dit ma préopinante, il y a des sujets qui sont plus denses, plus complexes, des réalités qui sont bien différentes qu'il y a 120 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'aide humanitaire dans la Constitution? Vous trouvez ça normal? Non, mais je pense qu'on peut. C'est pas une question de normalité, c'est une question de formaliser certaines actions qui sont dans les faits déjà actuels. Ce sont des principes. On donne pas les détails dans une constitution. On met en place des principes et enfin, je vois pas en quoi cela pourrait être dérangeant. Vincent Riesen, pour terminer cet aspect-là. Il y a deux choses qui se cachent derrière cette inflation du nombre d'articles. D'un côté, vous avez un certain nombre d'incohérences. Par exemple, vous avez un article qui dit on va lutter contre la réglementation, mais dans un même texte qui double le nombre d'articles. Ensuite, vous avez toute une série d'articles qui dépolitisent la justice, mais en même temps, vous avez des articles qui repolitisent les entreprises publiques telles que les FMV, la Banque cantonale ou d'autres établissements. Ensuite, on proclame la cohésion cantonale, mais en même temps, on enlève 10% des sièges au Haut-Valais. Donc, vous avez beaucoup de contradictions comme ça. Puis l'autre élément, et c'est là, je pense, la discussion un peu plus profonde, c'est qu'est-ce que c'est le périmètre d'une constitution ? Est-ce que la constitution, ça doit être en fin de compte les règles du jeu qui nous permettent de prendre des décisions ensemble et ensuite de traiter des thèmes comme l'environnement, le social, l'humanitaire, etc. Ou bien est-ce que la constitution, ça doit devenir le programme législatif dans lequel on met tout ce qu'on n'a pas pu faire adopter à coup d'initiatives populaires ou à coup de débats fédéraux qu'on aimerait faire au niveau cantonal. Et c'est ça le problème fondamental, c'est ça qui surcharge grandement cette constitution, c'est qu'on a ouvert beaucoup trop large la porte et on en a fait un programme de législatif qui remonte un tas de tâches qui n'ont rien à faire dans la Constitution. Vous avez parlé les deux de la cohésion, Madame Volpi, Monsieur Riesen. Sur cette question de la cohésion, on voit un Haut-Valais vent debout contre ce nouveau projet de Constitution. Est-ce que là, c'est pas le synonyme d'un exercice raté avant même la fin des travaux, déjà un comité du non? Est-ce que c'est pas synonyme d'un exercice qui était déjà raté pour cette Constitution? Bon, la question de la cohésion cantonale est complexe. Vous savez, aujourd'hui, ce que je constate personnellement, c'est que depuis 1907 jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle constitution qui est proposée, le Haut-Valais n'a rien perdu. Il a, par contre, non plus rien gagné. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très content. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait gagner, c'était encore un petit peu plus de pouvoir au niveau du Grand Conseil. C'est 23% de la population. Il y a le respect absolu à avoir du Haut-Valais. Mais quand même, moi, j'attends un petit sursaut du Valais roman pour faire comprendre que la cohésion, ce n'est pas la prise en otage. Mais intégrer le nombre de résidents total, ce que le Haut-Valais perd dans cette constitution, il perd qu'une chose, il perdra quelques sièges au Grand Conseil, puisqu'on va calculer la population résidente et plus la population suisse pour distribuer les sièges au Grand Conseil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend la situation actuelle, le Haut-Valais perdrait 1 ou 2 sièges dans la situation actuelle. Est-ce qu'il y avait une obligation de mettre cet élément-là dans la Constitution, ce qui a quelque part fait la flamme pour s'opposer? Est-ce que c'était vraiment obligatoire de mettre cet aspect-là dans la Constitution actuelle? Mais vous savez, je veux dire, en Suisse, il y a 2 cantons qui ne mettent pas la population résidente. Il y a les Grisons et un des 2, Bâle-Ville, je crois. Quand on fait une constitution, c'est pour les Suisses, c'est pour les résidents confédérés et c'est pour également les gens qui habitent et qui viennent d'autres pays, qui sont installés avec des permis C, B, etc. Donc, ça vous choque, ça? Non, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est le choix politique qu'a fait l'Assemblée constituante de dire le principe de représentativité, c'est le principe absolu. Et ça, c'est une erreur de conception, parce que ce qui fait l'essence d'une démocratie moderne, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Dès que vous avez des principes absolus, tout d'un coup, vous retombez dans des monarchies absolues d'ancien régime, et c'est ce qu'on ne veut pas. Mais ça vous choque qu'on utilise la population résidente comme moyen de calcul ou pas, vous? Comme nos moyens de calcul. Oui. Qu'on intègre la population résidente, donc la population étrangère dans le calcul. Est-ce que ça vous choque ou pas? Parce que je me mets à la place de nos amis haut-valaisans, qui sont déjà sur le déclin, à qui on va encore artificiellement enlever 3 sièges, alors que personne ne le demandait. Mais vous avez tous été élus au Grand Conseil, certains le sont encore. Vincent Riesen, quand on est élu au Grand Conseil, on ne représente pas uniquement la population suisse, on représente aussi la population résidente, finalement, quand on fait des projets de mobilité pour un district, pour une vallée. C'est pas plus logique, la population résidente? Et vous avez raison sous l'angle de ce principe de représentativité.
Mais dans une démocratie, et surtout dans un État comme le Valais, qui a différentes minorités, il faut moduler ce principe. Et puis il faut accepter, il faut faire un arbitrage, puisque c'est pas très important, en fin de compte, pour les résidents non suisses de ne pas être pris dans le calcul pour l'attribution de sièges que de toute façon ils ne pourront pas occuper. Par contre, pour le citoyen haut-valaisan qui voit les possibilités de sièges disparaître, là, c'est très important. Et là, il y a eu un manque de maturité politique, à mon sens, dans ce calcul-là. Cette pondération, elle n'a pas été faite. Et je pense que là, ça aurait beaucoup amélioré les chances de succès de cette constitution. Personne ne demandait qu'on prenne en compte cette population résidente, d'après M. Riesen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je tiens quand même à préciser que je suis dans une région qui risque également d'être impactée par ce calcul. C'est pas pour autant que je m'offusque du nouveau projet de la Constitution et puis que je vais aller pour cette raison voter non. Et puis j'aimerais quand même rebondir aussi sur le fait qu'effectivement... Mais vous comprenez le Haut-Valais? Vous comprenez le Haut-Valais par rapport à ça? Je comprends le Haut-Valais, mais je tiens aussi à rappeler que dans la cohésion cantonale, le Valais roman ne doit pas être le seul artisan de cette cohésion cantonale. Le Haut-Valais doit également participer à cet effort. Et puis, rappelons que les principes démocratiques s'appliquent à toute la population, pas uniquement aux élus. Et là, je crois qu'on a cristallisé le débat sur un point qui est clairement émotionnel. Mais il y a quand même des dispositions transitoires qui ont été mises en place pour rééquilibrer un petit peu tout ça sous une ou deux législatures. Donc je pense que ça, il faut aussi en tenir compte. Et puis, c'est pas si catastrophique que ça. Yannick Ruppen, vous représentez le centre ici. C'est le parti le plus ambigu dans cette Constitution, puisque les autres partis, c'est assez clair. À gauche, on est pour la Constitution. Au PLR, on est officiellement pour la Constitution, malgré des voix discordantes comme celle de Vincent Riesen. Chez vous, c'est ambigu. À Canal 9, c'était quelqu'un du centre qui était favorable à la Constitution, qui venait débattre. Vous êtes défavorable à la Constitution, vous venez débattre. Est-ce que c'est simplement parce que vous n'osez pas vous mettre à dos vos amis haut-valaisans qui sont contre la Constitution que c'est pas clair? À votre conseil de parti, c'était 4 voix favorables à la Constitution, vous n'avez pas pris de mot d'ordre. Est-ce qu'il y a une ambiguïté au centre par rapport à cette Constitution? Alors absolument pas. Et ce qui me fait énormément plaisir avec la prise de position du centre, c'est qu'on a eu le débat. On a vraiment eu le débat et on s'est dit, OK, on est divisé. Mais il n'y a pas de prise de position. Il n'y a pas de prise de position. Parce que très courageux comme prise de position. C'est pas par rapport au Valais. Non, mais c'est pas histoire de courage ou pas de courage. C'est histoire qu'il y a des sensibilités différentes. C'est en tout cas pas à cause ou grâce au Valais. C'est juste qu'on en a discuté librement au conseil de parti. On a décidé de ne pas prendre de position parce qu'il y avait des sensibilités très différentes. Par contre, pour rebondir sur la question des députés et de la population résidente, on a focalisé sur le Haut-Valais. C'est totalement faux. Cet article concerne l'ensemble du Valais. Ça veut dire que les députés qui seront élus, par exemple, dans la région de Martigny ou Entremont, avec le système de population résidente, un bagnard vaudra moins qu'un martignerin, parce qu'à Martigny, on comptera toute la population, étrangers compris. Mais c'est et pas ça, logique de pour nouveau, vous c'est une aujourd'hui en réalité. 2023. Alors, le député est censé représenter l'ensemble de la population. Par contre, un bagnard ne vaut pas moins qu'un martignerin, parce qu'il y a moins d'étrangers à Bagne. Mais excusez-moi, M. Ruppen, mais déjà aujourd'hui, pourtant, avec la double proportionnelle, avec une correction qui a été faite avec le système auparavant, eh bien, aujourd'hui, on a le district de Sierre qui est extrêmement intéressant. Le district de Sierre, vous avez 17 députés. Eh bien, il n'y en a que 2 de la ville de Sierre et tout le reste, ça vient du côté de droite ou gauche de la montagne. Vous m'excusez, mais votre argument, il ne tient pas, que ce soit avec la population résidente ou pas. Ce n'est pas les villes, ce n'est pas Martigny qui vaudra plus qu'un bagnard. Absolument pas. C'est la qualité des candidats qui vaut. C'est tout. Un élément aussi qui fait grand débat, c'est le coût d'application de cette nouvelle constitution. On a parlé d'un chiffre de 1400, voire même 200 millions de francs, on en a parlé. Difficile à chiffrer ces éléments-là. Le conseiller d'État Christophe Darbelay a tenté de donner un chiffre qui a été assez contesté aussi par les opposants. Valériane Grisching, sur les coûts, difficile pour votre camp de dire combien ça va coûter aujourd'hui aux Valaisannes et Valaisans. Je pense que pour l'instant, il est même pas difficile, il est voire impossible à chiffrer. Il y a certains éléments, le passage de 5 à 7 conseillers Alors d'État. peut-être que... alors oui, le vote par correspondance. On va pouvoir mettre un chiffre. 300 000 francs. 2 conseils d'État en plus, c'est 5 millions à peu près. Ouais, mais c'est quoi? C'est 0,1% du budget de l'État. Mais ça coûtera plus cher quand même, il faut quand même le dire. Oui, il faut le dire, mais il faut voir aussi ce qu'il y a derrière, avec le passage de 5 à 7 conseillers d'État.
On va y revenir. On va y Sur l'ensemble de revenir la Constitution. La Constitution actuelle va coûter plus cher que celle la future va coûter plus cher que celle d'aujourd'hui. Il y a quand même des garde-fous, et le premier garde-fou, c'est le Grand Conseil. Hein. C'est lui qui va devoir mettre en œuvre et appliquer les mesures les principes qui sont émis dans la Constitution. Donc c'est quand même le Grand Conseil qui vote le budget. C'est le Grand Conseil aussi qui pourra chaque année. Et vous y êtes au Grand Conseil finalement. Oui, tout à fait. Vincent Riesen, vous étiez aussi député au Grand Conseil. C'est le législateur qui va décider. Le double frein à l'endettement permet aussi au Grand Conseil d'éviter que les coûts prennent l'ascenseur. Alors c'est plus qu'une question de coût, c'est une question de transparence. Et puis c'est toujours un peu facile de se cacher. Oui, mais nous, on fait les principes. Et puis après, c'est quelqu'un d'autre qui appliquera. Moi, je dis toujours, quand je faisais de la politique, on m'a appris, Riesen, il faut être fainéant pour pas promettre. Mais là, c'est le village d'après, c'est encore un autre qui vous fera la promesse. Donc résultat des courses, sur ces points-là, comme sur beaucoup d'autres points, l'Assemblée constituante s'est arrêtée au milieu du gué. Elle en a trop dit ou pas assez. On parle d'un congé parental. Alors c'est un principe, mais c'est un principe qui va susciter beaucoup d'espoir, mais ça risque d'être douché après, parce que on ne sait pas qui paye, on ne sait pas quelles sont les prestations. Et en fin de compte, sur beaucoup de nouveaux droits, vous avez ce flou artistique total où on se cache derrière. Non, c'était un principe, ce sera un autre qui le mettra en vigueur, mais vous verrez, ce sera super, ce sera très bien. Mais c'est le but d'une constitution de donner des principes. Alors justement, un principe qui est affaibli avec la nouvelle constitution, c'est justement le principe du double frein en dépenses, parce que l'obligation faite au Grand Conseil de présenter un programme d'économie dans l'année qui suit, celle-là, elle a disparu. Marianne Volpi. Oui. Enfin, il y a plusieurs choses qui des fois m'atterrent un petit peu dans ce débat. C'est que, vous voyez, quand vous restructurez une entreprise, ce que vous voulez faire, c'est qu'elle soit très bonne par rapport aux concurrents. Et puis, que vous mettiez plusieurs personnes ou moins de personnes, vous voulez simplement qu'elle soit meilleure. Les constituants, ils ont réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos autorités politiques soient meilleures pour l'ensemble du Valais ? On doit en avoir un petit peu plus, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui on a des départements qui sont pléthoriques, qui sont surchargés, qui sont mammouths. Et puis il y a surtout une autre chose qui manque, c'est le fait qu'on doit avoir quelqu'un qui défende le Valais à Berne. Et ça, on parle du Conseil d'État. Mais par exemple, Ça, c'est c'est pour l'exemple le du congé Conseil parental d'État. que dit M. Riesen en Maintenant, disant c'est un principe, mais on ne sait pas combien il va coûter. Peut-être alors volontiers, je réponds volontiers à ça. Une constitution, c'est quelque chose, c'est comme un match, on siffle le match au départ, et puis ensuite, il y a 2 fois 45 minutes pour jouer, et on met en place les choses petit à petit. Et si vous voulez prendre l'exemple de la Constitution fédérale, vous savez combien de temps le principe de l'AVS a été mis dans la Constitution fédérale ? 40 ans plus tard qu'il a été mis en œuvre. Donc le congé parental, il peut très bien être dans la Constitution, et puis c'est les députés du Grand Conseil, ceux qui seront élus, qui le pousseront et qui feront en sorte que la loi se mette en application. Yannick Toute Ruppen. une série, je voulais juste encore dire deux, trois petites choses par rapport à ces principes. C'est qu'il ne faut pas être frileux, nom de bleu. Aujourd'hui, on a une population qui a voté à 72% pour dire oui à la révision de la Constitution. Ayons confiance, bon sang, dans le projet qu'ils nous ont fait. Ayons confiance. Mais ce n'était pas un chèque à blanc non plus. Mais ce n'était pas un chèque en blanc. Le chèque en blanc, il a été donc fait sur 2 ans. Ensuite, il a été mis en consultation. Ensuite, il a été retravaillé. Il a été le fruit d'un consensus. Ces gens-là, ils ont été élus par la population pour faire du travail qui aujourd'hui est mis devant le vote populaire. On va faire réagir Yannick Ruppen sur les coûts. On va pouvoir étaler finalement ces coûts sur plusieurs années. Ça ne va pas coûter du jour au lendemain à l'État. Mais en fait, on ne sait pas. Il y a eu 3 demandes qui ont été déposées lors de la constituante pour chiffrer ces coûts. 3 fois, ça a été rejeté. Donc on se retrouve effectivement avec un chèque en blanc. On va dire demain au Grand Conseil, voilà, vous avez 190 articles à appliquer. Faites en sorte de réussir parce que vous avez le budget et le double frein à l'endettement. Le Grand Conseil doit faire quoi ? Soit trouver des recettes supplémentaires pour financer, soit couper à des endroits. Un petit exemple qui me vient en tête, il y a des tunnels qui s'écroulent actuellement. Est-ce qu'on coupe dans les routes ? On coupe où ? Parce que concrètement, il faudra trouver de l'argent. Ou, troisième option, on n'applique pas. Tant pis.
on a 5 ans pour appliquer, mais on n'appliquera pas parce qu'on n'aura pas le budget. Dans les 3 cas, je trouve ça très malhonnête et très opaque. Un élément aussi, passons au thème suivant, les débats sur les aspects politiques. On les a déjà un petit peu abordés quand on a parlé du Haut-Valais, notamment le passage de 5 à 7 conseillers d'État. Valériane Grichting, vous qui êtes élue au Grand Conseil, comment vous voyez finalement l'augmentation du nombre de ministres en Valais ? Alors, quand même rappeler que depuis environ 120 ans, hein, la population du canton du Valais, elle a fortement augmenté. On est aujourd'hui à pratiquement 360 000 habitants. Les sujets sont plus complexes, plus denses. Donc, je trouve que ce n'est pas offusquant ou inopportun de proposer 7 conseillers d'État, d'autant qu'il y a d'autres cantons, comme le canton de Fribourg, hein, qui a une population moindre, qui a toujours eu 7 conseillers d'État. Je prends le canton de Nidwald, hein, ou bien à Penzel-Rhodes intérieur, qui ont 42 000 et 16 ou 17 000 habitants, qui ont aussi 7 conseillers d'État. Puis il faut quand même rappeler qu'il y a des départements qui sont actuellement des mastodontes. Et puis je pense que de ventiler un petit peu et de rééquilibrer en mettant 7 conseillers d'État et donc 7 départements, ça ne pourra être que meilleur pour la gestion du canton par la suite. Yannick Ruppen, 7 conseillers d'État, la majoritaire, c'est un élément défavorable à ça ou pas ? Dans la Constitution, qui vous plaît ou pas ? Alors, majoritaire, ça me plaît parce que c'est un système électif qui... Voilà, on élit des personnalités. 7 Pas d'avis ? Pas d'avis. Enfin, on n'a pas besoin de représentants à Berne. On en a 2, ça s'appelle les conseillers aux États. Donc, on n'a pas besoin d'ambassadeurs du Valais à Berne. Et j'ai entendu dans des débats qu'on gagnerait en efficacité et en efficience. Marie-Hélène Volpi, est-ce que ce n'est pas une question purement stratégique aussi d'avoir 7 conseillers d'État ? Lorsque ça a été évoqué pour la première fois, le PDC avait encore la majorité. Est-ce que c'est le moyen peut-être aussi pour votre parti, les Verts, de faire son entrée au gouvernement ? Bon, écoutez, ça peut être une solution, mais peut-être que ça va être plus de majoritaire actuel ou disons plutôt de droite actuelle. C'est la population qui choisira. Vous savez, on ne fait pas le Conseil d'État avant le vote. Ce qui m'intéresse, juste de répondre par rapport à Berne. Aujourd'hui, oui, même des présidents de ville se déplacent à Berne pour essayer de faire valoir des arguments pour les villes valaisannes. Il y a les conseillers d'État, bien sûr, qui sont aussi à Berne dans l'administration pour faire avancer des dossiers. Ce n'est pas incompatible avec le travail que font les conseillers aux États. Même plutôt, c'est même complémentaire. Et c'est de ça dont le Valais a besoin. C'est un canton qui a des finances qui ne sont pas extraordinairement extensibles. Donc, il faut essayer de trouver tous les moyens pour ramener ce qui est possible en Valais et de trouver les bons alliés, on va dire, dans l'administration fédérale, voire dans les chambres fédérales. Vincent Reisden, vous l'avez dit plusieurs fois dans ce débat, plus d'État, plus d'étatisme. Pour vous, le vrai combat, c'est plutôt les employés d'État qui peuvent être élus au Grand Conseil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les enseignants et les employés des hôpitaux qui peuvent être élus, pas les employés d'État. Pourquoi, pour vous, on a franchi la ligne rouge avec cette étape-là ? Alors, peut-être juste un mot sur le passage de 5 à 7 conseillers d'État. Madame Volpi vient de le reconnaître, ça arrange surtout les partis. Et ça permet de garantir au PLR que les Verts peuvent rentrer au gouvernement sans perdre leur siège. Donc, et au final, quand on vous dit d'une constitution étatiste, on renforce les organes de l'État. Maintenant, sur la question de l'employabilité, de l'éligibilité des employés publics. Quel est le problème ? C'est le changement institutionnel majeur de cette constitution. C'est le seul droit politique qui change. C'est le seul. Et moi, ça m'alarme parce que dans la constituante, il y a plusieurs employés d'État qui ont siégé. Et le résultat des cours, c'est que le seul droit politique qui change, c'est de s'octroyer à leur corporation la possibilité de siéger au Grand Conseil. Donc là, c'est vraiment un danger. Et dans un canton comme le Valais, où l'État, l'administration a un poids considérable, je pense que c'est un jeu dangereux avec lequel jouer. Et on risque de très bien se trouver dans une situation comme le canton de Genève. En 4 législatures, 33% des sièges étaient trustés par la fonction publique. Et ça, pour le citoyen, pour le contribuable, c'est juste pas normal de se retrouver aux côtés d'autant de sièges qui seraient pris par une seule corporation. Valériane Grichting, c'est vrai, 1998, Genève qui a instauré ça dans sa constitution, un tiers des élus qui viennent de la fonction publique. Est-ce que c'est pas problématique en termes de séparation des pouvoirs aussi entre finalement être législateur et exécuteur ? Alors, moi je pense qu'il y a des lobbyistes partout.
En tant qu'élus, on aura tous des causes à défendre. On le voit aussi au Grand Conseil. Il y a des membres du Grand Conseil qui ont la double casquette, qui sont au Conseil communal, mais qui sont aussi au canton. Donc là aussi, il pourrait y avoir c'est pas le même échelon, un problème quand même. d'intérêt. C'est peut-être pas le même échelon, mais il y a aussi des garde-fous qui sont là. Je vois mal comment un chef de service pourrait prétendre à vouloir être élu. Je pense qu'il a autre chose à faire de ses journées. Il a suffisamment de travail. C'est interdit, et d'ailleurs. puis, c'est interdit, voilà, exactement. Et puis les autres, moi, je suis enseignante. Je suis au Grand Conseil. Je ne pense pas que si j'amène des éléments, s'il y a des limites à ne pas franchir, eh bien, je pense que tous mes collègues du Grand Conseil seront là pour me le rappeler. Et c'est un petit peu cet argument-là que j'aimerais mettre en avant. Ce qui distingue les lobbyistes de la fonction publique avec les autres, c'est qu'avec les autres lobbyistes, comme moi, je suis un lobbyiste pour l'économie, mais moi, je n'exerce pas la puissance publique. Moi, je n'ai pas l'autorité. Moi, je ne prends pas des décisions qui concernent la vie des gens. Vous n'avez pas votre chef au pupitre, quoi. Et j'ai pas mon chef au pupitre. Parce que les fonctions politiques de député, les deux grandes fonctions politiques d'un député, c'est contrôler le travail de l'exécutif. Alors ça la pose un peu mal quand c'est votre chef qui est de l'autre côté de la table. Et puis deux, c'est approuver le budget. Ça, c'est le deuxième grand geste politique. Et puis, quel que soit son niveau hiérarchique, il touche quand même un salaire qui est prélevé sur le budget. Donc si on regarde d'un point de vue externe, du point de vue du citoyen, du point de vue du contribuable qui finance tout ça et qui se retrouve avec des institutions qui deviennent juges et parties, ça laisse beaucoup à désirer. Mais Monsieur Riesen, excusez-moi, mais un cantonnier qui exerce la puissance de public, je ne sais pas, il faut quand même garder la proportion. Du territoire, ou un employé des finances, ou peut-être pas le cantonnier, mais pour prendre d'autres exemples concrets d'employés qui gèrent notre argent. Alors, il y a plusieurs choses et à plusieurs niveaux. Vous voyez, dans la Constitution, il y a un principe, le principe d'éligibilité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des citoyens de catégorie A et des citoyens de catégorie B. Et puis ensuite, il y a des règles propres au Grand Conseil, et cette règle s'appelle le devoir de récusation. Lorsque vous avez un sujet qui vous concerne directement, eh bien, vous devez vous récuser. Et j'aimerais bien d'ailleurs que ce principe soit vraiment appliqué au Grand Conseil, y compris pour les lobbyistes. Mais qu'est-ce que ça apporte d'amener cet élément-là ? Vous êtes à la tête des syndicats de la fonction publique depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez aussi l'image que certaines fois ont les fonctionnaires, on ne dit plus fonctionnaires, mais cette image, elle perdure en disant ces gens vont encore aller au Grand Conseil pour nous prendre des décisions pour nous. Qu'est-ce que ça apporte vraiment au Valais d'introduire cet article-là, que vous savez qu'il allait fâcher le monde économique, puisque le monde économique s'est déjà opposé à cet article-là en 2014, dans un même combat, vous étiez déjà là avec Vincent Riesen. Donc vous savez que vous aurez l'économie contre vous durant toute la campagne, et vous l'avez. Qu'est-ce que ça apporte de mettre ça dans cette Constitution ? Alors moi, je n'étais pas constituante, je n'ai pas voulu l'être, même si j'étais dans le comité d'initiative. Je pense que les gens ont réfléchi et puis ont regardé un petit peu autour d'eux. Et ça apporte quelque chose ou pas ? Je vous réponds, et ils se sont rendus compte que la plupart des cantons admettent cette possibilité pour les employés de la fonction publique. Est-ce qu'on n'est pas en vase clos ? Alors, après, je vous répète, le devoir de récusation, je pense qu'il faut qu'il soit vraiment extrêmement ferme. Maintenant, en 2014, lorsqu'on avait eu l'extension des droits politiques pour le législatif des communes, ça a débouché sur un article supplémentaire, c'est que les policiers, aujourd'hui, ont le droit de siéger dans le conseil général de leur ville ou village. S'il y en a 3 dans l'ensemble du Valais qui siègent dans un législatif communal, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc je ne vois pas quelle est la prise d'assaut ou de Capitole que ferait l'administration au Grand Conseil. Déjà, ne serait-ce que pour le fait que ça prend énormément de temps pour l'avoir exercé pendant 12 ans, le mandat de député. C'est absolument incompatible avec une fonction de ce genre. Yannick Ruppen. Alors je suis d'accord avec vous, le devoir de récusation doit être appliqué beaucoup plus fermement. Pour avoir vécu depuis l'intérieur au Grand Conseil, souvent tout le monde s'en fiche. Mais même les présidents de communes, tout type de fonction. Quoi, oui, les gens qui sont censés dire « Désolé, je ne peux pas prendre part au débat, j'ai une implication parce que soit mon mari, soit ma femme est impliquée financièrement. » Ça n'existe pas trop, quoi. Non, ça n'existe pas. Deuxième point, comment éthiquement vous pouvez siéger au Grand Conseil le lundi et puis défendre votre position de parti devant votre patron et le mardi retourner au travail en disant « Ah, désolé, en fait, on n'était pas d'accord ».
et j'ai suivi mon parti. Il y a un problème. Vous êtes face à votre patron, vous ne pouvez pas siéger et prendre des positions partisanes pour aller à l'encontre de ce que votre patron vous demande. Mais alors pourquoi un enseignant peut le faire? Pourquoi une infirmière peut le faire? Pourquoi un policier peut le faire? Très bonne question. Aujourd'hui, c'est historique. C'est historique. Les enseignants ont pu rentrer au Grand Conseil parce que, à l'époque, ils étaient des employés communaux et ensuite ils ont été transférés au canton, mais on leur a laissé le privilège de pouvoir siéger. L'infirmière, Ensuite, en 2014, alors là, c'était le débat qu'on a vu à l'époque avec Madame Volpi, où il y avait une révision de la loi sur les incompatibilités et votre syndicat avait menacé de lancer le référendum contre la loi si elle n'ouvrait pas la porte à toute la fonction publique. Et nous, l'économie, on avait menacé de lancer le référendum si cette ouverture avait lieu. Résultat des courses, le Grand Conseil a décidé, OK, on tolère les enseignants, on fait rentrer le personnel soignant. Ça, c'était la tranche du salami suivant. Ensuite, vous voyez l'engagement de Madame Volpi pour cette révision totale. Vous voyez l'agenda qui se concrétise avec le reste du salami qu'on essaie de nous faire manger maintenant. Et c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit dire non et stop. Un élément aussi qui fait débat, qui fait même l'objet d'une variante, c'est le droit de vote et d'éligibilité des étrangers sur le plan communal, les étrangers titulaires d'un permis C après une année de domicile dans le canton. Valériane Grichling, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous défendez? Le PLR a laissé la liberté de vote sur la variante. Oui, alors moi je suis ouvertement pour le droit de vote des étrangers. Je l'ai toujours ouvertement dit, même au sein de mon parti. Je n'ai jamais eu peur par rapport à cela. Je pense que le droit de vote des étrangers, on peut tout entendre comme argument. C'est vraiment une question de sensibilité. Je pense qu'il faut juste se poser la question de savoir si finalement le droit de vote c'est un moyen d'intégration ou c'est la finalité d'un processus d'intégration. Donc je peux entendre les arguments des personnes qui vont dire qu'il faut que ces gens-là soient naturalisés. Moi je pense que quand on est installé depuis plus de 10 ans sur le territoire suisse, parce que c'est la condition, c'est d'être titulaire d'un permis C, quand on est souvent impliqué dans la commune, aussi d'un point de vue économique, on fait partie du circuit économique, ces gens-là payent des impôts, donc je pense que c'est aussi peut-être un signe de reconnaissance. Yannick Ruppen, sur ce point-là, on est le dernier canton roman à ne pas l'avoir introduit. On est en retard à ce niveau-là. Non, je ne parlerai pas de retard. En 2024, donc cette année en octobre, on a les élections communales. Dans les faits, un permis C qui a séjourné une année en Valais peut être élu conseil communal. Pour moi, c'est un pied de nez total à la naturalisation. On donne des droits à des gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas citoyens. Mais tous les autres cantons l'ont fait et c'est pas dramatique. Mais alors on n'est pas obligé de faire comme les autres cantons. Mais est-ce que c'est dramatique ailleurs? Mais moi, j'en veux pas. C'est pas parce que le canton de Vaud l'a fait que je trouve ça bien. On manque souvent de personnes. Est-ce que finalement, avoir davantage de personnes qui s'engagent aussi, parce que c'est pas uniquement le droit de vote, c'est le droit d'éligibilité aussi. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Parfois, dans certaines communes, on peine à trouver du monde pour aller sur les listes. Moi, si je peux, ça concerne 37 000 personnes en gros. On va aller 37 000 personnes. J'avais pas vraiment d'opinion jusqu'à ce que je parle avec un copain étranger qui est en train de se naturaliser. Puis c'est lui qui m'a donné le meilleur argument sur la question. Il me disait, tu vois Vincent, être citoyen suisse, c'est quand même très compliqué. Le citoyen suisse, il a beaucoup plus de devoirs, il a beaucoup plus de droits que les autres citoyens. Typiquement en Europe, on peut signer des initiatives, on peut signer des référendums, on peut s'engager sur 3 niveaux, commune, canton, confédération. C'est compliqué. Et pour pouvoir exercer ces responsabilités-là, c'est bien de prendre le temps de se naturaliser. La seule chose qu'il faudrait, c'est accélérer les procédures administratives. Certaines fois, c'est compliqué. Ça prend trop de temps. Ouais. C'est compliqué, ouais. Oui. Peut-être juste une chose, Volpi, vous voyez, c'est d'origine étrangère, d'origine italienne. Moi, j'ai pris la nationalité, je l'ai voulu. Et ensuite, voilà, j'ai également exercé des mandats politiques. Pour moi, je dois dire que je m'en remets simplement à une décision qui a été prise par le comité d'initiative également et puis d'entente avec le département de M. Favre. C'est la population doit se prononcer sur ce plan-là. Ce qui est important de savoir, parce que le vote va être assez compliqué. Donc nous, on recommande le oui, oui et puis projet, dans le sens où il y aurait justement le vote pour le droit de vote pour les étrangers. Mais il y a aussi la possibilité de le refuser, ce vote pour les étrangers, tout en acceptant la Constitution. Donc franchement, là, les initiants et puis les constituants ont respecté vraiment la population valaisanne avec les sensibilités qu'elle a. Donc franchement, on ne refuse pas, je redis, le bon sens
dois dire aux gens qui vont voter le 3 mars, on ne refuse pas une constitution pour un article qui ne nous convient pas ou pour un petit détail qui ne nous convient pas. Donc ça Vous savez, fait si on figure- devait aujourd'hui lire la constitution de 1907, je pense que ici dans la salle ou à la population valaisanne, vous trouveriez un bon nombre d'articles avec lesquels vous ne seriez pas d'accord. Et pourtant, elle est en vigueur, cette Constitution de 1907. Donc, il n'y aura pas du tout de problème si tout à coup, il y a quelque chose qui ne convient pas. C'est le Grand Conseil qui va faire les lois. Il y a toute la possibilité... On va peut-être, Madame Volpi, pas vous qui passer concluez, à Madame la dernière partie de ce débat. On va faire le même exercice qu'au début. Chacun peut donner en quelques secondes son argumentaire, soumis à réaction. Et puis, on va commencer avec vous, Yannick Roupen, pour le camp du non. En quelques secondes, pourquoi Après refuser? 1 heure de débat. Alors la Constitution, c'est vraiment notre texte fondamental, c'est ce qui est censé nous unir. Ça donne un cadre entre les relations entre les individus eux-mêmes et entre les relations État-individu. On en a fait un tableau qu'on a placardé contre le mur en disant « super, il est joli ». Sauf que ce tableau ne plaît pas à tout le monde. Pour preuve, quand on le lit, et faites seulement l'exercice, c'est un programme politique qu'on a sous les yeux. Et un programme politique, par définition, ça divise. On a entendu que c'est moderne, 1907, 150 amendements, ça a changé, donc la Constitution a été changée 150 fois, la dernière fois en 2023. Et sous couvert de modernité, on bafoue des principes qui sont fondamentaux, séparation des pouvoirs, la naturalisation, la représentativité et l'unité du canton. Si les Valaisans vous suivent le 3 mars et votent non, on fait quoi le 3 mars au soir? Finalement, on jette tout à la poubelle? Non, parce qu'il y a des articles qui sont très bons, notamment sur la justice. Il y a des points qui sont nécessaires à l'avancée du Valais. Jusqu'à maintenant, le Grand Conseil a pu avancer avec la Constitution en proposant des modifications. On va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais le Grand Conseil est souvent sous l'eau. On voit des ordres du jour qui sont très conséquents. Est-ce qu'il a le temps vraiment de s'atteler à une révision partielle de la Constitution? Alors pour notre texte fondamental, je suis sûr qu'il va trouver le temps, oui. Mais tous les cantons qui ont voté sur la Constitution ont été divisés entre 53 et 64%. Il n'y a jamais une Constitution qui a passé à 80%. Ça n'existe pas en Suisse. Donc c'est normal que ça divise le temps du débat et puis qu'après ça ne divise plus. C'est pas choquant, ça. Oui, mais il aurait fallu avoir un socle commun. Là, on n'a pas de socle commun. On passe de tous les citoyens sont libres et égaux en droit à on représente les handicapés, on représente les femmes enceintes, il y a toute une liste de situations civiles qui sont représentées. De l'inclusion, finalement. Oui, C'est de mais l'inclusion. on a oublié des gens dans cette liste. On a voulu faire une liste, on oublie des gens. On a oublié qui? Mais je peux vous citer plein de noms. Enfin, si on se met autour de la table avec des lobbies et des centres d'intérêt, on va nous dire, voilà... On a oublié les Valaisans. Alors, entre autres, on a oublié les Hauts-Valaisans. Ils ont pu s'exprimer, ça a cloché, mais là, actuellement, sur ce qu'on vote, on oublie le Haut-Valais, oui. Valériane Grichting, vous avez presque le mot de la fin avec nos réactions. Pourquoi vous êtes dans le camp du oui avec votre parti? Vous êtes vice-présidente du PLR. Pourquoi vous soutenez ce texte en quelques secondes? Alors, je soutiens ce texte parce que la Constitution qui nous est proposée met vraiment en lumière les principes fondamentaux qui seront nécessaires à la population valaisanne pour aborder les défis du XXIe siècle. Je réitère le fait que cette Constitution est moderne. Je ne suis pas féministe dans l'âme, mais je tiens quand même à rappeler qu'elle a été rédigée, cette nouvelle Constitution, par des hommes et des femmes, ce qui n'était pas le cas en 1907. Elle a été exclusivement écrite par des hommes. Et puis, elle a été révisée aussi avec, oui, au Grand Conseil avec des femmes. Par la suite, effectivement. Après, je tiens aussi à rajouter que cette Constitution ne doit pas être vue comme une finalité, mais finalement comme un point de départ, comme une chance pour les générations futures de dessiner le Valais de demain. Et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité et puis qu'il ne faut pas la laisser passer. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Volpi, je vous invite à voter oui et le projet, mettre la croix sur le projet. Vous êtes vice-présidente du PLR valaisan. Le PLR valaisan a voté oui à l'unanimité, moins 2 abstentions à la Constitution. Mais aujourd'hui, Philippe Varone, Anne-Laure Couchepin, Philippe Nantermont, on ne les voit pas du tout dans le débat. Ces gens-là ne sont pas là, ils ne font pas de débat, ils ne sont pas actifs dans ce débat-là. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de malaise à droite? Dans les figures de droite du Valais, ils n'existent pas trop dans le débat. Après, ne pas exister dans le débat ne veut pas dire qu'on est contre la Constitution. Mais si on ne fait pas de débat au moment où il faut faire voter par la population, c'est un problème. Ils ont peut-être un emploi du temps qui les occupe différemment. Je ne peux pas parler pour eux. Vous avez aussi ce sentiment-là que ces élus, qui sont des élus assez charismatiques dans ce canton, ne font pas campagne? Monsieur Franière allait les interroger.
c'est pas mon boulot. Nous, on a invité 4 personnes là, à faire un débat. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas mon boulot de répondre à leur place, donc je ne me permettrai pas. Alors on ira leur demander. On a entendu donc peu de points de convergence, beaucoup de divergences ce soir. Nous arrivons au terme de ce débat en direct sur Rhône FM. Merci aux intervenants pour leur prise de position. À vous, Vincent Franière, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour la co-animation de ce débat. Un débat dont vous retrouverez les meilleurs extraits jeudi dans Nouvelliste. Et le soir, le débat est à revivre en intégralité sur Rhône TV. Rappelons que les Valaisans voteront le 3 mars sur ce projet de nouvelle constitution. Excellente soirée à tous.